Économie le max sur i24 News, merci d'être avec nous. Édition spéciale aujourd'hui, 3 jours après le choc, l'effroi, Paris frappé vendredi dernier par une série d'attentats meurtriers. Au-delà de l'émotion, quelles répercussions cette soirée tragique aura-t-elle sur une économie française qui, on le sait, n'est pas au mieux actuellement? Tour d'horizon des conséquences potentielles et analyse dans un instant. Et puis une question aujourd'hui, peut-on contrôler les circuits de financement du terrorisme? Question soulevée ces jours-ci lors du sommet du G20. Gros plan dans quelques minutes sur les principales sources de financement de l'État islamique, pétrole, rançon, trafic d'antiquités, mais pas seulement, comme vous le verrez en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant tout cela, un point très rapide sur l'essentiel du reste de l'actu éco à l'international. Un mot d'abord du sommet du G20 qui se tenait donc hier et aujourd'hui à Antalya en Turquie, dans une ambiance évidemment de recueillement et d'hommage aux victimes de Paris. Au menu des entretiens, outre la lutte contre le terrorisme, le climat à 15 jours de la COP21, la crise aussi des réfugiés, mais aussi la régulation financière et celle de la fiscalité. François Hollande, absent, était représenté par Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, ainsi que par le ministre des Finances Michel Sapin, qui a fait part de la volonté de Paris d'obtenir de ses partenaires des mesures concrètes en matière de lutte contre le financement du terrorisme, plus d'échanges d'informations pour mieux repérer les mouvements anormaux. C'est à la fois le financement des grands mouvements de terrorisme. Daesh, par exemple, se finance par du trafic de pétrole. Au bout, si je puis dire, du baril de pétrole, il y a un échange d'argent. Cet échange d'argent, on doit le repérer parce qu'il est anormal que quelqu'un puisse acheter de l'essence ou de pétrole de cette manière-là. Mais il y a aussi le financement par Daesh dans nos pays, par exemple en France, peut-être par exemple à l'occasion de cette dernière opération terrible qui a eu lieu à Paris, c'est le financement par Daesh de petites opérations. Ça, c'est des petites sommes. Ce n'est pas des centaines de milliers d'euros. Ce sont parfois quelques milliers d'euros qui peuvent transiter. Et là aussi, on doit pouvoir repérer pour pourchasser, pour empêcher. On reviendra en fin d'édition sur cette problématique du financement du terrorisme. Autre info du jour, c'est le Japon qui replonge officiellement en récession, moins 0,2% pour le PIB entre juillet et septembre. Deuxième trimestre consécutif de repli, moins 0,2 également entre avril et juin. Mauvaise nouvelle pour la troisième économie mondiale et pour son Premier ministre Shinzo Abe, qui voit donc sa stratégie, les Abenomics encore impuissants à stimuler l'économie. Tokyo souffre toujours de la faiblesse des investissements des entreprises. Depuis 2 trimestres, l'investissement des entreprises recule dans un contexte de profits qui sont pourtant en hausse. Les entreprises ont en outre écoulé leurs stocks, ce qui a contribué négativement au PIB. Même si nous observons quelques faiblesses, les résultats des entreprises sont à des niveaux records. Le marché de l'emploi et les salaires s'améliorent, donc l'économie est sur la voie d'une reprise modérée. Voilà, la bourse de Tokyo a fini dans le rouge, moins 1,04% pour le Nikkei. En bref, l'Arabie Saoudite est bien décidée à diversifier son économie. Riyad vient d'annoncer un plan de privatisation de ses aéroports dans les 5 prochaines années. Plan censé démarrer au premier trimestre 2016. Il faut dire que les recettes pétrolières du royaume ont chuté de 50% en un an depuis l'effondrement des cours du pétrole. Et puis l'Égypte s'inquiète plus que jamais d'une désertion de ses touristes étrangers. 2 semaines après l'explosion d'un avion russe, le ministre du Tourisme a averti que les pertes du secteur pourraient s'élever à 840 millions de dollars si la crise s'étale sur 3 mois. La fuite des visiteurs russes et britanniques porte un coup dur à l'un des piliers de l'économie égyptienne. Les touristes russes ont dépensé 70 millions de dollars à Sharm el-Sheikh en septembre dernier, les touristes britanniques 30 millions. Cela fait 100 millions de dollars pour ces 2 nationalités. Et on en vient au cœur de cette édition spéciale pour tenter donc de comprendre si, oui ou non, il faut s'attendre à un impact réel pour l'économie française et peut-être au-delà, à la suite bien sûr des attaques meurtrières de vendredi dernier. On se penche d'abord sur les principales hypothèses: baisse de la consommation, de l'afflux aussi de touristes, report de certains investissements de la part des entreprises. Avant de retrouver Lionel Friedfeld, l'état des lieux avec Johanna Citruc. Les terrasses des cafés sont vides, les rideaux des grands magasins baissés et les principaux sites touristiques fermés. Véritable symbole de Paris, la Tour Eiffel n'accueillera aucun visiteur jusqu'à nouvel ordre. Depuis les attaques meurtrières de vendredi, la capitale est sous le choc. Du coup, tout était fermé aujourd'hui sur Paris. Donc on ne peut pas aller dans les magasins, on peut se balader, mais Paris est très vide. Et malheureusement, voilà, la vie s'arrête un petit peu. Une vie au ralenti qui ne sera pas sans conséquences sur l'économie française.
Partagés entre le chagrin et un sentiment d'insécurité, les Français n'ont pas le cœur à se déplacer, à consommer, ni même à investir. Les commerçants qui ont ouvert leurs portes ce week-end n'ont presque rien vendu. Les marchés de rue ont même été interdits. Non, ce matin, c'est pas comme d'habitude. On a vu, quand je suis arrivé ce matin à 5 h, le poissonnier était en train d'installer. Je suis retourné travailler et puis en retournant sur la place, puis aucun commerçant, rien du tout. Tout le monde avait remballé et c'est la première fois que je vois cette place aussi vide. Comme ce marché, beaucoup d'autres lieux publics ont dû garder porte close, dont un grand nombre de sites culturels, des musées, aux salles de spectacle, en passant par plusieurs cinémas et parcs d'attractions. Pour les étrangers présents dans la capitale, les vacances ont un goût amer. On a vu que tout était fermé, alors on ne sait pas quoi faire. Et c'est bizarre parce que c'était notre premier jour à Paris. Nous sommes arrivés samedi et on ne savait pas ce qui s'était passé. On est vraiment, vraiment désolés. Des touristes qui pourraient être moins nombreux dans les semaines à venir. Plusieurs tours opérateurs proposent aux voyageurs de reporter ou d'annuler leur séjour dans la capitale. Après les attentats du début d'année, la fréquentation des hôtels parisiens a plongé, moins 9% entre le 8 et le 18 janvier. Le secteur représente pourtant plus de 7% du PIB. Et face à ces recettes qui risquent de diminuer, plusieurs dépenses s'apprêtent, elles, à augmenter, notamment sur le front sécuritaire. Les armées ont dégagé 1000 militaires supplémentaires, essentiellement en Île-de-France, qui patrouilleront dans Paris dans les prochains jours, comme l'a indiqué le président de la République. Aux États-Unis, les pertes liées au 11 septembre 2001 sont estimées à 80 milliards de dollars. Autrement dit, moins de 1% de son PIB au moment des faits. Des pertes limitées grâce au gouvernement qui n'avait pas hésité à stimuler l'économie afin de relancer la consommation. Comme les États-Unis, la France fait partie des principales puissances mondiales. Les répercussions du terrorisme sur sa croissance devraient donc s'avérer négligeables. C'est en tout cas ce que prétendait l'agence de notation Moody's dans une étude publiée début octobre. Des répercussions difficiles en tout cas à estimer. Lionel Friedfeld est avec nous. Bonjour Lionel. Bonjour David. Analyse financière. Alors à ce stade, difficile d'évaluer un quelconque impact économique pour la France directement après ces attaques. Mais tout de même, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois pour cette économie ? Vous l'avez mentionné, c'est toujours difficile de donner des chiffres précis. En tout cas, il y a un mot, c'est l'incertitude. Que ce soit les investisseurs n'aiment pas l'incertitude, les consommateurs n'aiment pas l'incertitude et tous les acteurs économiques n'aiment pas l'incertitude. On sait. Tout d'abord, à court terme, ce sont les magasins, ce qu'on appelle la distribution, les magasins, les restaurants. Il va forcément y avoir moins de gens, moins de personnes dans la rue, donc moins de consommation. Okay ? Avec un petit parenthèse, quand même, on voit, en comparé à Israël, par exemple, quand il y a le même type d'attentats, les canyons, c'est-à-dire les centres d'achat, en fait, récupèrent un petit peu la foule, justement, qui va faire ses achats dans les centres commerciaux et non pas simplement dans la rue. Ouais. Et deuxièmement, c'est surtout les industries, notamment du tourisme, parce qu'aujourd'hui, Paris, la France attire énormément de tourisme. Et ben, on va se voir dans un certain temps une baisse de la fréquentation touristique tant que les pouvoirs publics ne rétablissent pas l'ordre. Ouais, tout ça tombe mal à quelques semaines de la fin d'année, des fêtes de fin d'année. On sait bien que la France traverse une phase difficile, la dette, le chômage. Est-ce que ce regain d'insécurité va compromettre la reprise qui était déjà fragile ? Alors, ça va être vraiment d'autant plus difficile, mais il faut savoir qu'il ne faut pas généraliser, puisqu'il y a des secteurs d'activité quand même qui vont profiter de cette crise, puisque toutes les sociétés de ce qu'on appelle le Homeland Security, de la sécurité, de la défense et de l'armement, par exemple des sociétés comme MBDA qui fabriquent les missiles aujourd'hui sont utilisés en Syrie, mais également des sociétés comme Safran qui donnent des solutions de technologie pour protéger ces policiers, ces écoles, ces crèches seront peut-être utilisées en France. Ouais, très rapidement, Lionel, on redoutait déjà il y a quelques jours, il y a quelques semaines, y compris de la part des agences de notation, un regain d'attaques en France. Est-ce que ce risque sécuritaire grandissant, il est intégré par les investisseurs ? Alors, il est intégré, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a vu les principales bourses mondiales baisser à l'ouverture, mais qu'on verra aujourd'hui, sans doute en fin de séance, soit demain, les bourses vont sans doute repasser dans le vert, car c'est un risque géopolitique mais qui est intégré par les investisseurs. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. On va retrouver maintenant à Paris Éric Lehouine, rédacteur en chef des publications Agora, pour cette première journée de cotation depuis les attentats, avec un CAC 40 qui a ouvert ce matin en baisse modérée, moins 1,06%. Avant de retrouver l'équilibre grâce notamment aux valeurs pétrolières, Éric, quel est le sentiment qui prédomine ce lundi à la Bourse de Paris ? Comment se traduit en fait cette tragédie par les milieux financiers ?
Oui, on peut dire, David, que la baisse est contenue à la Bourse de Paris avec pas énormément d'écart sur les indices. Par contre, il y a énormément d'écart sur certaines valeurs, sur certains secteurs. C'est ainsi, par exemple, que le tourisme, qui pèse environ 8% du PIB, est affecté, avec notamment une forte baisse d'accords. Même chose dans le luxe. Vous savez qu'il y a certains tours opérateurs, notamment asiatiques, qui recommandent à leurs clients de ne plus venir en France. Du coup, il y a une forte baisse du côté de Kering ou encore du côté d'LVMH. Et puis, bien sûr, ADP, Aéroport de Paris, pèse un lourd tribut à ces attaquants. Ouais, donc essentiellement les valeurs liées au tourisme. Et ce genre d'événement, Éric, de drame, c'est de nature à entamer la confiance, l'optimisme des investisseurs ou au moins peser sur leurs décisions? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, l'optimisme des investisseurs est un petit peu touché, mais il l'était également depuis la semaine dernière, tout simplement parce que les résultats des entreprises américaines ne sont pas bons. Sur le troisième trimestre, il pourrait y avoir une baisse de l'ordre de 1% du bénéfice des entreprises américaines. Ce serait une première depuis 6 ans. De même, le pétrole, même s'il remonte légèrement aujourd'hui, a quand même chuté de l'ordre de 50% en 18 mois, avec notamment il y a quelques jours un plus bas depuis le mois d'août. Donc vous le voyez, les attentats pèsent sur le marché, mais il y avait quand même beaucoup d'événements et d'éléments négatifs avant ces épisodes tragiques. Ouais, pas mal d'éléments qui s'additionnent, mais en tout cas des marchés qui ne sauraient rester insensibles. On a vu d'ailleurs à Tokyo ce matin. Merci Éric Lehune. Allez, on se penche à présent sur les sources de financement du terrorisme et en particulier de l'État islamique. Avec des chiffres souvent imprécis, mais on sait que Daesh, qui contrôle de larges pans, vous le voyez, de territoire en Syrie et en Irak, dispose de ressources évaluées en centaines de millions de dollars. L'organisation est même autonome depuis la saisie des réserves de la Banque centrale de Mossoul l'an dernier. Laura Duhamel passe en revue les principaux piliers de son financement. Regardez. Paris pense ses plaies. Après la stupeur vient le temps de l'enquête. Avec elle, l'éternelle question du financement de l'État islamique. Son budget est estimé à plus de 2 milliards de dollars cette année. Un point central dans la guerre actuelle menée par la coalition. Il est très clair pour nous que saper les forces de l'État islamique en asséchant le flux de soldats étrangers et en arrêtant son financement est aussi important que l'action militaire elle-même. Mais comment cette start-up du crime, qui a émergé il y a 8 ans à peine, est-elle devenue le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire ? En réalité, les ressources de Daesh reposent sur 3 piliers, les dons, les revenus internes et les activités criminelles. Les financements étrangers proviennent principalement des pays du Golfe. Aujourd'hui, force est de constater que cette manne tend à se raréfier. La médiatisation des brutalités par l'État islamique, les décapitations et les immolations ont eu un effet galvanisant au Moyen-Orient. Donc je pense qu'on assiste à un changement. Nous constatons que les donations par des pays du Moyen-Orient envers ces groupes extrémistes diminuent. Deuxième pilier financier de Daesh, ses revenus internes. À la tête d'une population de 10 millions de personnes, l'organisation sunnite a développé sa propre économie, basée sur le pillage des zones conquises. 82% du financement de l'État islamique reposerait sur des ressources à sa disposition. L'exploitation du pétrole et du gaz notamment rapporterait plus de 3 millions de dollars par jour. Mais en raison de la baisse des cours et des bombardements de la coalition, les ressources naturelles rapportent moins. L'argent tiré de l'exploitation des puits pétroliers, qui ramenait 1100 millions de dollars par an, a chuté de 45% entre 2014 et 2015. Les revenus liés au gaz ont eux chuté de 28% et ne représentent plus que 250 millions de dollars. Viennent ensuite les taxes prélevées dans les territoires contrôlés. À tout cela, il faut ajouter l'agriculture, la gestion d'hôpitaux ou de compagnies d'électricité, ou encore certains commerces particuliers comme le coton. Le trafic d'œuvres d'art est aussi devenu une source juteuse de revenus, bien que difficilement évaluable. Ces pièces sont inestimables. Les revenus que Daesh obtient en vendant de telles pièces sont utilisés pour financer ses opérations. La vente d'une seule pièce pourrait procurer assez d'argent pour une année entière. Signe malgré tout que les temps sont durs au sein de Daesh, les salaires des combattants ont été revus à la baisse. De 500 $ mensuels, ils s'élèveraient maintenant en moyenne à 100 $. Alors pour pallier à ces baisses, l'État islamique s'appuie sur son troisième pilier financier, les activités criminelles. Raquettes, drogue, commerce sexuel, braquage de banques et rançons versés pour libérer des otages rapporteraient des millions de dollars. Depuis l'an dernier, ces ressources criminelles auraient bondi de 122%. Pour résoudre en partie, en tout cas, le phénomène Daesh, le financement de Daesh, il faudra passer par des solutions nouvelles. Tout ce qui relevait auparavant de la lutte contre le financement du terrorisme, les sanctions par exemple, ne sont pas du tout adaptées au modèle économique de Daesh. Ce qu'il faudrait en réalité, c'est un véritable embargo
sur les zones sous contrôle Daesh, avec des frontières qui soient plus poreuses, comme c'est le cas aujourd'hui, mais verrouillées, contrôlées éventuellement par des forces aériennes, des forces au sol. Mais les conquêtes territoriales pourraient bientôt devenir un fardeau financier. Contrôler des villes entières en Irak et en Syrie exige de fournir un minimum de services publics. Pour certains experts, Daesh, le mouvement terroriste le plus riche de l'histoire, est en passe de devenir l'un des États les plus pauvres. Voilà, et c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. La suite de l'info, c'est tout de suite, avec notamment dans quelques instants l'intervention du président français François Hollande devant le Congrès à Versailles. C'est à suivre en direct sur notre antenne. Restez avec nous, l'info continue.